Bonsoir, nous sommes Maël Fablet, Stéphane Baïkov, tous deux avocats au barreau de Nantes et spécialisés en droit de l'informatique, protection des données. C'est la quatrième année, cinquième année qu'on vient au Salon de la Data, ça fait toujours plaisir. Bon, il y a un petit peu d'écho aujourd'hui, mais ça fait plaisir quand même d'être là. Pour vous parler, on revient à nos premières amours, on va vous reparler de RGPD. On avait fait une année, c'était l'année dernière je crois qu'on avait parlé de base de données pour changer un petit peu, mais finalement voilà, c'est encore une bonne année à RGPD, avec cette fois-ci un format plus court, 20-25 minutes, juste pour faire un petit focus sur les sujets de protection des données dans le monde du travail et dans la relation employeur-salarié, qui est parfois un petit peu négligée. On voit parfois voilà, des entreprises qui pensent à se mettre à jour sur leurs relations clients, qui pensent à mettre des mentions sur leur site internet, etc., mais qui occultent complètement tous les traitements qu'ils font en interne, donc les traitements de données salariées. Et pourtant, pour faire une introduction rapide, c'est toujours intéressant de voir le bilan de la CNIL, bilan d'activité de la CNIL. Le dernier en date, donc celui de 2020, nous montre, alors bon, je vais passer rapidement sur les chiffres des sanctions, des contrôles, etc. Mais quand on regarde en répartition des plaintes adressées à la CNIL, évidemment, c'est toujours les mauvais élèves sont toujours les acteurs d'Internet, télécom, la prospection commerciale, mais on a quand même 19% des plaintes qui sont adressées sur un sujet travail, hein, donc a priori dans la relation salarié-employeur. On a encore énormément de sujets, énormément de problèmes. Donc là, avant d'aller un petit peu sur les nouveautés avec Stéphane, je vais vous brasser rapidement un florilège des zones d'alerte en matière de traitement de données salariées, de données RH. C'est un petit peu notre menu best-of de la protection des données pour l'employeur, avec donc voilà, quelques exemples. C'est absolument pas exhaustif. Absolument pas exhaustif. Il y a plein d'autres sujets, on n'a pas le temps de les traiter, et même ceux-là, de toute façon, on pourrait tenir des heures dessus sur chacun d'entre eux. Donc c'est vraiment voilà, quelques aperçus des bonnes et mauvaises pratiques et des points d'attention, pourquoi c'est problématique. Le premier problème, c'est l'information. L'information des salariés sur la façon dont ils traitent leurs données, sur la façon dont l'employeur traite leurs données. Elle est souvent négligée et on retrouve souvent une très mauvaise pratique qui est d'aller chercher non pas une simple information du salarié, mais son consentement. Ce qui est vraiment une erreur, puisqu'un consentement d'un salarié ne vaut rien. Il n'est absolument pas libre, puisque le salarié ne va pas refuser qu'on traite ses données, sinon il n'est pas payé à la fin du mois. Donc il n'est pas nécessaire, il n'est pas adapté de collecter un consentement d'un salarié dans le traitement de ces données. Il faut simplement l'informer. Et de toute façon, ce serait problématique, même si c'était possible, puisque qu'est-ce qui se passe? Un consentement, ça se donne, ça se retire. Qu'est-ce qu'on fait d'un salarié qui a retiré un consentement sur le traitement de données? Il ne veut plus qu'on traite ses données de paye, comment on fait quoi? On est obligé de le licencier. Ça n'aurait pas de sens. Donc il ne faut pas aller sur le consentement, il faut simplement informer le salarié. Le consentement n'est pas une base de licéité adaptée à la relation de travail. Quand on traite des données d'un salarié, on le fait parce qu'on a l'obligation légale de le faire pour la plupart des traitements, la paye, les déclarations à l'embauche, etc. Et parce qu'on a cette relation contractuelle qu'est le contrat de travail. Donc on a principalement ces deux bases de licéité qui vont justifier les traitements de données, on va devoir l'informer, expliquer comment ça se passe, mais on ne va pas aller chercher un consentement. Et sur le format de l'information, bon là c'est plus des bonnes pratiques, hein. Tout moyen de communication est bon du moment que l'information est diffusée et qu'on peut le prouver. C'est mieux d'éviter de mettre des mentions d'information de 14 pages dans les contrats de travail parce que c'est extrêmement dur à maintenir à jour, et dès qu'on aura une adaptation à faire, une mise à jour à faire, on va devoir faire un avenant au contrat de travail. Si on peut éviter, autant éviter. Donc la bonne pratique, c'est plutôt d'avoir une mention d'information, charte d'information des salariés, qu'on met sur un intranet, qu'on diffuse par email, qu'on donne aux salariés à l'embauche, enfin aux nouveaux salariés, avec simplement un renvoi dans le contrat de travail, quelque chose de très court qui pourra voilà, être pérennisé et qu'on n'aura pas besoin de mettre à jour tous les ans. Deuxième sujet, ça va être très rapide, le NIR, le numéro de sécurité sociale, le NIR pour les intimes. Donc une donnée extrêmement sensible, hein, qui est à l'origine de la loi informatique et liberté. De manière générale, si un employeur fait autre chose que des traitements de paye avec le numéro de sécurité sociale et les déclarations URSSAF, ce genre de choses, on a un problème.
Le numéro de sécurité sociale ne doit pas servir à identifier les salariés dans l'annuaire du personnel, ne doit pas figurer sur le contrat de travail et surtout ne doit jamais, au grand jamais, être collecté auprès des candidats qui ne sont pas encore embauchés. Pareil, exemple de mauvaise pratique que j'ai pu voir chez certains clients, c'est de faire remplir en fait le formulaire de pré-embauche à des candidats, mais à la fin on fait 3 entretiens, on en garde un et on a collecté 3 numéros de sécu, dont 2 personnes qui ne seront jamais embauchées. On n'est pas censé traiter les numéros de sécu des candidats, uniquement des salariés, et uniquement pour des finalités de paye et de formalités type URSSAF. Après, on a un package sur la sécurité dans l'entreprise, les contrôles d'accès, la badgeuse, la biométrie, la vidéosurveillance. Au moins pour la badgeuse et la vidéosurveillance, on va la retrouver à peu près dans toutes les entreprises de taille, entreprises industrielles qui ont des sites industriels. Alors la badgeuse, c'est pas un gros sujet, c'est pas forcément un gros sujet. Ce qui est un peu délicat avec les badgeuses, c'est qu'elles peuvent avoir finalement 2 finalités, 2 objets qu'il ne faut pas confondre. C'est qu'on a le badge sécurité contrôle d'accès, qui permet d'accéder à un site, qui permet de rentrer dans des locaux, et on a la badgeuse contrôle des temps, qui permet de pointer, la pointeuse en fait, qui permet de pointer les populations qui sont soumises à une journalisation, à des heures fixes en fait, et donc qui ont besoin de pointer leur arrivée et leur sortie de l'entreprise. Souvent, c'est le même dispositif qui fait ça, avec le même badge, mais on a bien 2 finalités distinctes, avec 2 façons différentes de traiter les données. On peut potentiellement avoir 2 prestataires distincts. On va avoir des durées de conservation pas forcément identiques. Et donc, il faut bien penser à faire la distinction. Parfois, on a simplement la badgeuse contrôle d'accès. En lien avec la badgeuse, alors encore une fois, c'est un échantillon, on ne peut pas rentrer dans le détail du traitement badgeuse. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que ce soit sur la badgeuse ou sur les autres sujets que vous avez là, la CNIL est extrêmement prolixe. On a beaucoup de documentation, on a des référentiels, on a des normes. Là, on va avoir bientôt un nouveau guide sur le recrutement là, qui est en cours de consultation, c'est tout neuf. On a un référentiel RH qui est assez complet. On a de la documentation sur la badgeuse, on a de la documentation on a un règlement biométrie. Là, pour le coup, c'est pas des guidelines, c'est un règlement à respecter. C'est du droit dur. On a beaucoup de docs aussi sur la vidéosurveillance, on a un référentiel flotte sur les infractions, etc. Donc là, pour le coup, autant il y a des sujets, on est un peu dans le flou, autant sur les RH, normalement on sait où on va, pour la simple et bonne raison que tout le monde a à peu près les mêmes traitements, à quelque chose près. Les entreprises ont à peu près les mêmes process RH. Alors, si des DRH m'entendent dire ça, ils vont hurler, mais d'un point de vue informatique et liberté, on retrouve nos petits dans les différentes entreprises. Alors que d'un point de vue business, commerce, ça n'a souvent rien à voir. Donc j'étais sur la biométrie. C'est le même principe que la badge. Alors là, je parle de la biométrie contrôle d'accès. Il y a aussi la biométrie sur les laptops pour débloquer des paiements parfois dans les directions financières. Là, je suis vraiment sur la biométrie accès à une zone où vous allez scanner l'empreinte de votre main. Parfois, c'est du bioveineux, ça détecte la forme de vos veines, etc. La reconnaissance faciale qui est plus rare, la reconnaissance de l'iris. Le point commun, c'est qu'on a une donnée biométrique à chaque fois. Là, pareil, on a un règlement à suivre. Il y a peut-être 2 idées que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est que la biométrie ne doit pas remplacer une badgeuse et on ne doit pas mettre de la biométrie partout là où une simple badgeuse aurait suffi. C'est-à-dire qu'il y a une question de proportion et de minimisation de la donnée. Sortir des dispositifs de biométrie pour contrôler l'accès à la réserve de papier toilette, c'est disproportionné. Un badge aurait suffi, voire rien du tout. Et c'est ça un peu l'enjeu, c'est de se dire, attention, où est-ce que j'ai besoin de mettre de la biométrie dans mon entreprise? Est-ce que j'en ai besoin? Et si oui, c'est quand même une donnée extrêmement intrusive, je ne vais pas la mettre partout. Souvent, la CNIL va regarder si on n'aurait pas pu mettre une simple badgeuse, beaucoup moins intrusive, un simple badge. Évidemment, la biométrie est plus forte, puisque la biométrie, un badge, ça se perd, ça se vole. La biométrie est plus compliquée. Donc ça va vraiment être des zones limitées avec des enjeux de sécurité forts. Parfois c'est des zones de stockage de produits dangereux ou de matériel de grande valeur ou des départements R&D dans les entreprises où on a des problèmes de secret d'affaires. Là ça peut se justifier, mais pas partout, pas partout. En général ça va être disproportionné. Deuxième idée, et ça c'est dans le règlement de la CNIL sur la biométrie, c'est qu'il faut tendre vers les dispositifs biométriques quand on n'a pas le choix, quand on souhaite mettre de la biométrie. Il faut aller sur des dispositifs qui permettent
aux salariés de garder le contrôle sur son gabarit biométrique, donc sur justement cette empreinte digitale qui a été capturée, sur cette empreinte des veines, etc. La CNIL va inciter l'employeur à ne pas centraliser ses gabarits sur un serveur à la main de l'employeur. En général, donc il y a plusieurs types de stockage, il y a 3 types de stockage dans le règlement. Les types de stockage qui font que le gabarit est centralisé chez l'employeur sont de plus en plus retoqués par la CNIL, qui va dire non, le gabarit biométrique, il doit être stocké sur le smartphone ou sur le badge du salarié, et c'est quand on passe finalement le dispositif de biométrie qu'il va y avoir une opération qui va voir si le gabarit biométrique à la main de l'employé match avec son numéro de matricule, par exemple. Et en tout cas, il n'est pas stocké par l'employeur. Il n'est pas stocké sur les serveurs de l'entreprise. Le fait que ce soit à la main de l'employé fait que du coup, il garde une certaine forme de liberté. C'est un peu fictif, mais quand même. En tout cas, il garde une maîtrise sur un potentiel vol de cette donnée, sur une faille de sécurité, sur une violation de données. Alors que si on était sur des données stockées, centralisées sur les serveurs de l'entreprise, elles seraient a priori plus vulnérables. La vidéosurveillance, là, c'est pareil, la difficulté avec la vidéosurveillance, c'est qu'on a des couches de texte. On a le RGPD, mais on a aussi d'autres textes qui s'appliquent, notamment dans le Code de la sécurité intérieure. Et vous avez sans doute déjà entendu parler notamment de ce texte qui impose d'obtenir une autorisation préfectorale quand la caméra est braquée en partie sur la voie publique ou quand elle filme une zone d'accès public, par exemple un magasin ou une mairie, un hall d'accueil, etc. Donc on va avoir des textes à surveiller, à appliquer en plus du RGPD et de la loi informatique et liberté. La difficulté de la vidéosurveillance, là c'est pareil, on n'est pas forcément sur un sujet très sensible quand on est sur des simples contrôles d'accès. Ce qui va être... j'ai pas zappé assez vite. Ce qui va être en revanche beaucoup plus sensible, le risque c'est la dérive. Le risque c'est que on ne contrôle pas que les accès, mais on commence à contrôler les salariés. La vidéosurveillance ne doit pas avoir pour finalité ou pour effet de contrôler ces salariés, de les fliquer, de mettre des caméras sur des postes de travail, braquées sur des postes de travail, pour voir comment les salariés travaillent, s'ils travaillent bien, etc. Dans la plupart des cas, ce sera illicite. Et dans le même genre de dérive, on va avoir parfois des dérives plus ou moins légitimes. Un employeur pourrait se dire qu'une caméra qui filme la maintenance d'une machine pourrait être utilisée à des fins de formation. Pourquoi pas? Mais c'est un traitement différent. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle fiche de registre. Il va falloir informer les salariés que certaines caméras servent aussi à des fins de formation. En tout cas, il faudra se poser la question. On n'est plus sur de la sécurité, c'est un autre sujet. Et des dérives plus graves qu'on a pu voir aussi, c'est commencer à se dire, tiens, je vais recouper les caméras de surveillance avec la badgeuse pour voir si c'est bien la bonne personne qui badge et s'il ne triche pas sur le contrôle des temps. Ça, je l'ai vu. Bon, ça, warning, c'est pas bien. C'est un détournement de finalité. Et il faut trouver un autre moyen de le faire. Ah, oh là là. Clignotement. C'est l'élément se déchaîne contre nous. Oula, j'espère que personne n'est épileptique. Donc voilà, le risque, c'est vraiment de sortir de cet objectif de pure sécurité. Dernier sujet, la flotte automobile. Je vais te laisser la main parce que je déborde. C'est le problème de la flotte automobile, c'est les infractions routières et la géolocalisation qui doivent faire l'objet d'attention particulière. Je n'ai pas le temps de parler des deux. Sur les infractions, on a un référentiel de la CNIL assez précis aujourd'hui qui vous dit combien de temps et comment conserver les contraventions routières pour éviter justement ce type de débordement. Voilà, c'était vraiment un tour d'horizon très rapide des zones de risque en matière RH et je te laisse la main, Stéphane. Merci. Alors, je vais dans le mauvais sens, pardon. Ce qui nous a aussi motivé à prendre la parole sur le droit, le RGPD appliqué au droit du travail, c'est aussi le télétravail qui s'est généralisé par l'effet du confinement en mars 2020. Et on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux paradigmes, c'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, c'était la sphère privée qui venait grappiller sur la sphère professionnelle, avec la nécessité, compte tenu des nouveaux outils mis à disposition des salariés, la messagerie, l'accès à Internet, de réglementer l'utilisation de ces outils par les salariés dans la sphère professionnelle.
C'est notamment l'arrêt Nikon de 2001 qui pose le principe selon lequel le salarié a droit au respect de sa vie privée, même sur son lieu de travail, et que par conséquent, sa boîte mail, lorsque des mails sont identifiés dans leur objet comme étant personnels ou privés, sont protégés par le secret des correspondances privées et par conséquent, l'employeur ne peut pas y accéder. Donc, suite à cet arrêt, on a une déclinaison de règles, c'est-à-dire que les dossiers également qui sont enregistrés sur le disque dur ou sur le bureau du salarié, s'ils sont identifiés comme étant personnels ou privés, l'employeur ne pourra pas y accéder, sauf s'il fait des démarches pour obtenir l'autorisation d'un juge après avoir démontré qu'il avait des doutes légitimes, par exemple, sur la loyauté du salarié. Donc, il y a une vingtaine d'années, voilà la situation dans laquelle on était, où, compte tenu de l'évolution technologique dans la sphère professionnelle, on a dû encadrer ces pratiques personnelles. Et le grand principe, c'est qu'il y a une tolérance d'un usage raisonnable des outils mis à disposition dans un cadre privé. Mars 2020, du jour au lendemain, nous voilà tous confinés. Les salariés qui, depuis des années, se battaient pour obtenir 1 ou 2 jours de télétravail, du jour au lendemain, se sont retrouvés à être obligés à travailler de chez eux, avec des employeurs qui ont immédiatement trouvé les moyens pour mettre en place ce télétravail de manière absolument miraculeuse. Peu importe, en tout cas, les conditions dans lesquelles c'est intervenu, on observe des nouvelles pratiques. Et donc, cette fois, c'est la sphère professionnelle qui vient s'inviter dans la sphère privée. Avec, en parallèle, tout ce qui est droit à la déconnexion, qui a été consacré par une loi de 2016 et entré en application en janvier 2017. Et par conséquent, il y a nécessairement des frictions. Donc, les questions se posent avec ces nouveaux paradigmes. Sachez que en matière de télétravail, l'employeur a parfaitement la possibilité d'imposer des horaires de travail. Quand bien même vous êtes chez vous, il a parfaitement la possibilité de fixer les horaires. Et ce qui aussi peut être l'intérêt du salarié de ne pas se laisser déborder. Alors évidemment, quand il y a les devoirs de CP à réaliser en même temps, c'est un poème. Alors, petit focus sur le télétravail. Alors, le télétravail, c'est avant mars 2020, le télétravail devait être négocié. Et puis depuis mars 2020, le télétravail peut être imposé aux salariés. C'est un mode d'exercice de son activité salariée, donc ça ne change aucune règle en droit du travail, c'est-à-dire que l'employeur également a la possibilité de contrôler l'activité de son salarié, même en cas de télétravail. Le télétravail, il faut garder à l'esprit qu'il va être soumis aux mêmes règles du droit du travail et aux mêmes règles du RGPD, qu'on soit en télétravail ou qu'on soit sur site. C'est exactement les mêmes règles. Ça veut dire que si je mets en place un outil qui va permettre de contrôler l'activité du salarié, je dois l'en informer, le salarié. Je dois également informer et consulter le CSE, le Comité social et économique, mais je dois également respecter toutes les formalités qui s'imposent à moi, à savoir intégrer ce traitement dans le registre des traitements, réaliser une étude d'impact sur la vie privée, mais aussi je dois choisir des dispositifs de surveillance qui sont proportionnés au but recherché. Donc, par définition, la CNIL va prohiber tout ce qui est surveillance constante des salariés. Donc, d'imposer des keyloggers qui sont des outils qui vont pouvoir, à distance, enregistrer l'ensemble des manipulations qui vont être faites par le salarié sur son ordinateur. Ou encore les enregistrements, qu'ils soient audio ou en visioconférence, systématiques des salariés. C'est interdit parce que la CNIL va considérer que c'est trop intrusif et que ce moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi. Je poursuis, voilà mon focus sur le télétravail. Sanctions et droit de la preuve. Alors, je ne reviens pas sur les pouvoirs de sanction de la CNIL. Je vous rappelle qu'elle a des pouvoirs d'enquête, qu'elle peut faire en ligne, qu'elle peut faire sur site, qu'elle peut faire sur pièce, sur audition, et qu'ensuite elle a des pouvoirs de sanction. Les sanctions qui vont de l'avertissement jusqu'à l'amende administrative. Je ne reviens pas sur les montants, vous les connaissez. Il y a aussi des sanctions juridictionnelles, des dommages et intérêts éventuellement, le risque réputationnel, une amende pénale puisque chaque infraction au RGPD ou à la loi informatique et liberté
correspond à un délit pénal ou une contravention. Donc vous êtes susceptible aussi, si vous ne respectez pas le RGPD, de vous retrouver convoqué devant un tribunal correctionnel pour en répondre. En matière de droit du travail, dans l'hypothèse où vous n'auriez pas informé le salarié de l'existence d'un dispositif de contrôle, ou parce que vous n'avez pas informé ni consulté le CSE, ou encore parce que vous avez oublié malencontreusement de l'indiquer au registre des traitements, ou bien de réaliser une étude d'impact sur la vie privée, pour citer ces exemples qui ne sont pas exhaustifs, eh bien, il est possible que le salarié conteste le licenciement ou la procédure disciplinaire fondée sur l'exploitation de ces dispositifs. Puisque, étant illégaux, ils ne peuvent pas être admis dans les débats devant une juridiction. Alors, ce principe était très catégorique, je dirais, il y a encore quelques mois, la jurisprudence était catégorique, c'est-à-dire qu'un moyen de preuve illégal était immédiatement écarté des débats. Vous produisiez un relevé de badgeuse alors que les salariés savaient que cette badgeuse était, Maëlle en a parlé, utilisée à des fins de sécurité et absolument pas pour contrôler le temps de travail. Le moyen était écarté pour identifier la faute grave du salarié et le licencié s'il n'en avait pas été avisé, si on était dans le cadre d'un détournement de finalité. La jurisprudence est très stricte. Attention, on parle de dispositifs, d'outils, de moyens utilisés par les employeurs pour contrôler l'activité du salarié, mais cela ne concerne pas la hiérarchie. C'est-à-dire que votre hiérarchie sur site est toujours fondée à assurer le contrôle de l'activité de ses salariés. On ne pourra jamais le lui reprocher. Et une attestation d'un supérieur hiérarchique pour identifier que le lundi matin à 9h30, Nadine n'est pas à son poste et que le vendredi à 15h12, elle a déjà quitté son poste, peut absolument être une preuve recevable devant un conseil de prud'homme pour justifier un licenciement. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 novembre 2020 ? Assouplissement de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, et il nous semble un arrêt important qu'on a voulu mettre en lumière aujourd'hui, puisque les preuves qui seraient par nature illégales, comme ne respectant pas le cadre fixé par le RGPD, ne sont pas rejetées systématiquement par les juridictions. La Cour de cassation va valider le raisonnement des juges du fond qui considèrent qu'il y a un contrôle de proportionnalité à faire entre est-ce que le moyen mis en place est-il l'atteinte qu'il constitue à la vie privée du salarié est-elle justifiée par rapport au droit à la preuve de l'employeur ? L'employeur, pour démontrer, pour faire valoir ses droits ou justifier un licenciement, il faut évidemment qu'il apporte des preuves au conseil de prud'homme et il a le droit de faire valoir sa défense, c'est un principe fondamental. Donc, aujourd'hui, les juges du fond doivent mettre en balance le respect de la vie privée des salariés, mais aussi le droit à la preuve de l'employeur. Donc il y a un contrôle de proportionnalité à opérer et il y a également un point qui est important dans cet arrêt. Il avait été utilisé à une journalisation pour identifier l'adresse IP du poste par lequel des messages avaient été envoyés d'un salarié qui se faisait passer pour une entreprise concurrente pour obtenir des informations. Donc il y avait une usurpation d'identité. Et la première question à répondre était est-ce qu'une adresse IP est une donnée à caractère personnel ? Et dans cette hypothèse-là, si oui, il fallait alors que le traitement soit déclaré à la CNIL, puisque la jurisprudence dont je vous parle est une jurisprudence antérieure à l'entrée en application du RGPD. Et donc, l'employeur n'avait pas eu d'autre moyen que d'utiliser par l'intermédiaire d'un constat d'huissier qui est d'un expert informaticien qui avait extrait ce journal, cette journalisation de ses serveurs pour l'exploiter, identifier d'où étaient partis les messages pour identifier cette adresse IP et pour remonter jusqu'au salarié qui, pour la petite anecdote, était aussi correspondant informatique et liberté au sein de l'entreprise, ce qui est assez truculent. Enfin, toujours est-il que la Cour de cassation a approuvé le raisonnement des juges qui avaient considéré qu'en réalité, l'employeur n'avait que cette preuve-là, que ce moyen à sa disposition pour démontrer le caractère déloyal de son salarié.
il n'avait aucun autre moyen pour le démontrer. Donc la preuve sera ensuite recevable si les juges peuvent, en tout cas si l'employeur peut démontrer que c'était le seul moyen à sa disposition pour démontrer que le salarié était en faute. Donc voilà, une jurisprudence intéressante, récente, qui a quasiment 1 an, qui nous permettait d'espérer un assouplissement, en tout cas à côté employeur, pour l'utilisation de tels outils et de tels traitements. Un peu remis en balance, hein, je dois l'admettre, par l'arrêt de la Cour d'appel du 23 juillet 2021, où, dans cette affaire, un salarié a été licencié. C'était une entreprise de transport et un des clients s'est plaint en disant que la marchandise qu'il avait reçue n'était pas conforme à la marchandise que le transporteur avait lui-même reçue. Et donc, l'entreprise de transport a examiné les vidéosurveillance et s'est aperçu qu'un salarié avait mis des saucissons dans son sac. Donc, vol, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, vol, délit pénal, licenciement du salarié. Et le salarié avait manifestement reconnu les faits au moment de l'entretien préalable. Toujours est-il qu'il avait un avocat assez habile pour soulever devant la cour d'appel le fait que la vidéosurveillance n'avait pas été portée à la connaissance des salariés et que la vidéosurveillance n'avait pas fait l'objet d'une consultation préalable des instances représentatives du personnel. Par conséquent, la preuve a été écartée des débats et l'employeur n'avait pas d'autres éléments de preuve pour démontrer la faute du salarié. Et la Cour d'appel a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Donc vous êtes en train de vous dire que je suis en train de dire exactement l'inverse de ce que j'étais en train de vous dire juste avant sur l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Je dirais pas tout à fait, parce que je pense, pour avoir examiné minutieusement l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que l'avocat de l'employeur aurait dû insister sur le fait que c'était l'élément indispensable qui lui permettait de démontrer le bien fondé de son licenciement. Et c'est un argument qu'il n'a pas fait valoir devant la juridiction. Et je pense que cet argument appuyé par la production de l'arrêt de la Chambre sociale du 25 novembre 2020 aurait peut-être permis aux juges du fond de revoir leur copie. Voilà, j'en ai terminé sur ce que j'avais à dire. Je pense que je suis allée très vite, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions nombreuses. Ah. Alors, je ne vois pas de questions en ligne non plus. Ah. C'était donc limpide. Donc, c'était forcément limpide. Bravo, je vous félicite. Très bien. Merci beaucoup. On va attendre juste 10 secondes pour voir s'il y a des questions qui se manifestent. Il n'y a quand même pas une question qui arrive. Puis je vais rafraîchir le site pour voir si une question en ligne arriverait. J'avais les mêmes vestes. C'était au Salon de la Data il y a 2 ans. Ouais, c'était au Salon de la Data il y a 2 ans. Voilà, donc pas de questions, juste un message pour vous remercier pour cette présentation. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci. Et vous avez le grand honneur de clôturer le Salon Data 2021. Ah, d'accord, ouais. Avec plaisir. Ah, oui. Voilà. Et à l'année prochaine. Bravo et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.